Bien, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Alors moi, je vais continuer sur nucléaire et renouvelable, complément ou substitut. Alors, il faut d'abord partir d'un constat, c'est qu'on vit dans un régime de marché concurrentiel. Ça, c'est depuis les directives de 96. Par principe, on a ouvert à la concurrence la production d'électricité, mais également la fourniture. Et le leitmotiv, c'est vraiment qu'il faut faire confiance au marché. On va voir, le problème, c'est que le marché, il est myope, il donne des indications sur le court terme, mais pas sur le long terme. L'autre problème, c'est qu'après, dans la seconde puis la troisième directive, les pouvoirs publics, et notamment sous l'impulsion de la Commission européenne, ont un peu modifié les règles du jeu en introduisant des exceptions au marché. C'est-à-dire qu'on dit vive le marché, il ne faut surtout pas qu'il y ait des aides d'État, il ne faut surtout pas faire des entraves à la concurrence, mais les pouvoirs publics ont été les premiers à faire des exceptions. Et notamment sur les renouvelables, en disant pour des raisons environnementales, il faut aider les renouvelables. Alors on va voir que ça va exercer un effet d'éviction sur les centrales de base, et ça va d'ailleurs fragiliser les opérateurs historiques. Et du coup, ça entraîne des transferts financiers qui sont liés à ces aides relativement coûteuses et qui engendrent à la fois des gagnants et des perdants. Alors, quel est le système qu'on a mis en place en Europe? C'est ce qu'on appelle le système des feed-in tarifs pour aider les renouvelables. Quand on a dit qu'il faut aider les renouvelables au nom du grand principe environnemental parce que c'est décarboné, la première solution qui venait à l'esprit, c'est on va faire de la recherche-développement et puis quand ce sera rentable, ça va venir sur le marché. Mais la réponse a été, oh, ça va être long, il faut aller plus vite. Donc on peut mettre en place peut-être des systèmes d'appel d'offres. Puis on a vu que dans certains cas, les appels d'offres, ça ne marchait pas très bien s'il n'y avait pas de réponse. Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Les opérateurs hésitaient à répondre. Donc on a dit, on va prendre le problème dans l'autre sens. On va fixer des prix très rémunérateurs, très au-dessus des concurrents. Et puis ça va booster en quelque sorte le développement de ces renouvelables parce que les gens vont faire des profits, ils vont faire de la recherche, ils vont développer le système. Donc en bleu, on voit bien que la plupart des pays ont choisi ce système avec des prix garantis. Il y a eu quelques exceptions, il y en a qui font les deux, par exemple l'Italie a fait largement les deux, il y en a qui choisissent plutôt les quotas, mais globalement c'est plutôt le système des feed-in tarifs. Alors on a fait une erreur, et on a fait la même erreur qu'avec la politique agricole commune. Alors je fais juste une petite parenthèse parce que je crois qu'elle est utile. Moi j'ai fait un papier là-dessus pour montrer que finalement on n'a pas tiré les leçons de la politique agricole commune, ce qu'on appelle la PAC. La politique agricole commune dans les années 60, on a décidé que les prix des produits agricoles étaient beaucoup trop volatiles à l'échelle internationale. C'est-à-dire que les agriculteurs vendaient à un prix parfois élevé, parfois à un prix très bas, souvent d'ailleurs trop bas. Et on a dit, en Europe, on va déconnecter le marché européen du marché international. On va garantir à nos agriculteurs un prix rémunérateur, bien au-dessus du prix international, et puis ce sera un prix relativement stable qui sera en augmentation chaque année. On va décider à Luxembourg chaque année, les ministres de l'agriculture vont se réunir pour fixer une augmentation des prix agricoles en Europe. Et puis on va faire ça. C'est très bien parce que du coup, ça va donner, je dirais, aux agriculteurs un revenu décent. Alors bien sûr, par rapport au marché international, qu'est-ce qu'on fait? On met en place un système d'écluse. C'est-à-dire que lorsqu'on importe un produit international qui vient de l'étranger, de l'extérieur de l'Union européenne, à l'époque c'était la Commission, enfin la communauté européenne, lorsqu'on importe un produit de l'extérieur, on le monte au niveau européen par une taxation des importations, un prélèvement sur les importations. Puis lorsqu'on veut exporter, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on donne une subvention à l'exportation. Restitution à l'exportation. On n'appelle pas ça subvention, c'est pas correctement poli, donc on dit restitution à l'exportation. Alors à l'époque, il ne faut jamais oublier qu'à l'époque, l'Europe était importatrice nette de produits agricoles, ce qui veut dire qu'il y avait plus de taxation des importations que de subventions à l'exportation. Sauf que l'effet pervers au bout d'un certain nombre d'années, ça a été que les agriculteurs n'ayant pas à se préoccuper d'écouler leurs produits, ont eu tendance à surproduire. On s'est retrouvé avec des excédents de produits agricoles qu'il a fallu stocker, et puis ensuite, on a dit, bon, ça suffit maintenant, il faut arrêter le système. Donc on voit très bien en rouge, c'est le prix, je dirais, garanti aux agriculteurs. En bleu en bas, qui est en général en bas, c'est le prix international. Et le consommateur, lui, il paye le prix interne de l'Europe. Évidemment, c'est le consommateur qui est perdant, puisqu'il ne profite pas du prix international. D'ailleurs, les Anglais, quand ils sont rentrés dans le système français, ont été obligés de mettre en place, quand ils sont rentrés dans l'Europe, ont été obligés de mettre en place ce système. Ils ont abandonné le leur. Et dans le leur, c'est le système qui consistait au contraire à subventionner directement les agriculteurs. Donc on a fait exactement la même erreur
avec les feed-in tarifs. C'est-à-dire qu'on a dit, ça va booster les renouvelables, mais en fait, on a mis des feed-in tarifs tellement élevés que on a mis du renouvelable là où on n'attendait pas, sur les bottes de foin, sur les parkings, etc. etc. Alors, du coup, ça engendre des inconvénients. Le premier inconvénient, on l'a déjà souvent cité, c'est le coût du backup, c'est-à-dire le coût de l'intermittence. C'est vraiment de l'intermittence, parce que le soleil, on sait à peu près, je dirais, quand il y en a pas à peu près. Par contre, l'éolien, c'est assez aléatoire. Je viens de faire une étude dont je dirai un mot, et on voit bien que c'est assez aléatoire. Alors, il y a aussi un problème de switching de la courbe de charge qui va engendrer des inconvénients majeurs sur le marché de l'électricité, à tel point d'ailleurs qu'à certains moments, on a ce qu'on appelle des prix négatifs, ce qui, sur le plan économique, est quand même assez aberrant. Donc, le coût du backup, il est extrêmement important. Il ne faut pas perdre de vue que, je dirais, quand on regarde le prix de revient du kilowattheure en France, prenons le secteur domestique pour faire simple, c'est 3 tiers. C'est pas tout à fait 3 tiers, c'est un gros tiers, et puis 2 tiers un peu plus petits, on va dire. Premier tiers, c'est le coût du kilowattheure sortie centrale. Le deuxième tiers, c'est le coût des réseaux, à peu près 30%, un petit peu plus. Transport, distribution, surtout la distribution. Et le troisième tiers, c'est les taxes. On va voir que c'est les taxes qui augmentent. Donc le coût du backup, nous on l'avait évalué déjà on avait travaillé la question dans le rapport énergie 2050, qu'on a rendu en 2012, et on voit bien que le coût du backup, il peut évoluer entre 5 et 25 euros par mégawattheure. Aujourd'hui, les nouveaux chiffres qui ont été publiés, qui sortent là en ce moment, on est parfois entre 5 et 40 euros le mégawattheure. Donc il ne faut pas perdre de vue que ça, coût du backup, c'est-à-dire à la fois les centrales qui doivent être en réserve, mais aussi les réseaux qu'il faut augmenter pour pouvoir intégrer ces renouvelables, ça coûte relativement cher et on ne les comptabilise pas, je dirais, dans les calculs. Alors, cette étude très simple montre que finalement, sur l'ensemble des pays européens, les aides aux renouvelables en euros par mégawattheure produit, elles sont relativement importantes. On le voit pour l'éolien, pour le photovoltaïque, il y a d'autres énergies qui sont aidées, comme l'hydroélectricité, la biomasse aussi, les déchets. Donc on voit que ce n'est pas négligeable. Je viendrai dans un instant à une étude récente que nous avons faite. Alors si on regarde maintenant ce que ça coûte les renouvelables en France et en Allemagne, on voit, donc ça c'est l'évolution du coût du soutien aux énergies renouvelables en France et en Allemagne, et donc dans la CSPE que vous payez tous, que nous payons tous, c'est la part ENR seulement, parce que la CSPE, il y a aussi une part pour les zones non interconnectées, pour les tarifs sociaux, mais les tarifs sociaux, c'est vraiment très faible. Donc en Allemagne, on voit qu'on est déjà en 2016 à 23 milliards d'euros par an. Le consommateur allemand, surtout domestique, parce qu'on arrive à exonérer pas mal les industries, en Allemagne, ils trichent beaucoup, et notamment pour leurs industriels, donc on est à 23 milliards d'euros par an. Je ne sais pas, dans la presse récemment, vous avez vu quand la ministre de l'Environnement a dit le coût de CIGEO pour stocker les déchets à long terme, ça va coûter 25 milliards d'euros. Tout le monde a dit 25 milliards d'euros, c'est incroyablement élevé, sachant d'ailleurs que ça va durer un siècle. Les Allemands, eux, c'est 23 milliards par an pour le surcoût des renouvelables. Nous, on est modestement à 4,7. Mais ce que la commission de régulation fait observer, c'est que le coût, il n'arrête pas d'augmenter. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, depuis 2016, la loi de finances a modifié le système parce qu'on ne peut pas continuer à augmenter à ce rythme, donc une partie est fiscalisée maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le consommateur d'électricité qui va payer. Donc, la commission de régulation a dit, écoutez, sur 2012-2013, regardez ce que ça a coûté en cumulé, ça c'est pour la France, et entre 2014 et 2025, c'est plus de 70 milliards d'euros. On aboutit à 73 milliards d'euros en cumulé, 74-2025. Le coût supplémentaire lié aux renouvelables, toutes catégories confondues. Alors le switching, c'est un autre problème, effet pervers, qui va expliquer que le fonctionnement du marché de l'électricité aujourd'hui est pervers. C'est-à-dire qu'il y a un effet de ciseau, notamment, ça vient d'être dit, pour les centrales à gaz. C'est-à-dire que comme le prix de vente, je dirais, est à la baisse, comme le prix de revient a tendance à augmenter, on arrête les centrales à gaz pour laisser passer des renouvelables. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'aux États-Unis, on observe un phénomène qui est que les centrales à gaz ont remplacé des centrales à charbon, et du coup, le charbon américain a tendance à venir en Europe, et donc aujourd'hui, l'énergie la moins coûteuse, c'est le charbon. Alors en Allemagne, la moins coûteuse, d'ailleurs, c'est le lignite. Le lignite, puis le charbon, et notamment le charbon importé. Alors il y a une pression très forte du charbon américain, c'est pas seulement du charbon américain, parce qu'il y a d'autres exportations de charbon qui aujourd'hui font que les centrales thermiques au charbon coûtent pas cher, parce que le charbon ne coûte pas cher. Évidemment, on ne tient pas compte du coût du CO2, parce que de toute façon, si on en tient compte, il est très faible. Alors le switching, c'est ce problème suivant. En haut, c'est la courbe du merit order, c'est-à-dire qu'on appelle les centrales
dans l'ordre des coûts marginaux croissants. Donc évidemment, le fil de l'eau passe en premier, ensuite, bon, chez nous, ça va être le nucléaire, puis ça va être le charbon, théoriquement, mais nous, on n'a que 4 centrales au charbon, d'ailleurs. Et puis ensuite, les centrales à cycle combiné à gaz, puis ensuite, les turbines pour la pointe. Éventuellement, l'hydraulique, on garde en réserve, l'hydraulique de barrage. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les renouvelables? Elles sont payées hors marché, c'est ça le point important, puisqu'elles sont financées par des feed-in tarifs qui peuvent monter très très haut. Comme elles sont payées hors marché, elles ne sont pas sensibles au prix du marché, elles sont prioritaires de par la loi. Ça veut dire qu'il y a une translation vers la droite de la courbe du merit order. Donc, toute chose égale par ailleurs, pour une demande donnée qui est la courbe verticale, au milieu du schéma, ben on voit que le prix du marché a tendance à baisser. Et à certains moments, c'est le cas à partir de 2009 en Allemagne, eh bien, le prix peut devenir négatif. C'est-à-dire que ça coûte trop cher d'arrêter. Alors on va dire, ben, s'il y a trop de renouvelables, il faut les arrêter. Mais comme elles sont prioritaires, les tribunaux ont rendu leur verdict, elles ont signé un contrat qui fait qu'elles sont prioritaires, donc il faut les laisser passer en premier. Donc qu'est-ce qu'on va arrêter? On va arrêter des centrales thermiques. Alors les centrales thermiques à gaz, éventuellement des centrales thermiques à charbon. Mais arrêter une centrale pour 2 heures ou 3 heures, sachant que ça ne va pas durer beaucoup plus parfois, eh bien ça peut être trop coûteux de les remettre en marche. Donc on a intérêt à ce moment-là, en tant que producteur, à se débarrasser du produit. Au fond, on a avec les renouvelables un peu le même problème qu'on a avec les produits agricoles. Quand il y a trop d'artichauts en Bretagne, là, on détruit une partie de la production. Et bien là, il faut détruire une partie de l'électricité excédentaire. Alors on pourrait la détruire physiquement, interdiction d'injecter, mais on la détruit économiquement. C'est-à-dire qu'on est prêt à payer quelqu'un pour vous en débarrasser. Alors en général, comme vous le savez, dans le réseau européen, ce sont les Suisses qui ont, eux, pas mal de steppes qui sont déjà amortis, qui récupèrent cette électricité. Ils sont payés en quelque sorte pour prendre cette électricité excédentaire, ce qui leur permet évidemment d'utiliser leur steppe, et puis ils revendent aux heures de pointe, éventuellement aux Italiens, au prix fort. Donc ils gagnent 2 fois quand ils achètent et quand ils vendent. C'est quand même un système un peu étonnant. Donc c'est le problème suivant. On devrait arrêter les centrales thermiques pour quelques heures, mais parfois on ne les arrête pas et on a intérêt à avoir des prix négatifs. Alors, c'est arrivé en 2009 assez souvent, c'est arrivé quelquefois en France, à tel point d'ailleurs que les Allemands étaient obligés de prendre des mesures. On va voir d'ailleurs quelles sont les solutions adoptées. Alors le phénomène, il est le suivant, c'est que quand vous injectez, par exemple là c'est des éoliennes, quand vous injectez du renouvelable, eh bien ça fait baisser le prix sur le marché de gros, mais du coup, comme les feed-in tarifs, les prix garantis sont élevés, le différentiel entre le prix de gros et le feed-in tarif augmente. Donc ça veut dire que la CSPE augmente. Donc ça veut dire que le prix TTC payé par le consommateur final augmente. Donc le consommateur final, il a du mal à comprendre qu'on lui augmente le prix de l'électricité alors qu'il lit dans les journaux que le prix est devenu négatif ou qu'il est très bas. Et c'est le phénomène, c'est l'effet pervers. C'est-à-dire que plus ça va, plus vous injectez, plus le prix baisse. C'est un cycle de la mort, c'est-à-dire c'est un effet continu. Et donc le coût de la CSPE n'arrête pas d'augmenter, c'est pareil en Allemagne, c'est comme ça qu'on voit les chiffres qui dérapent. Donc on le voit bien ici, c'est une moyenne des prix de gros en Europe, je n'ai pas pris par pays, mais on peut le prendre par pays, c'est surtout en Allemagne, c'est en Allemagne que les prix de gros sont les plus bas, beaucoup plus bas qu'en France. Donc on voit qu'en moyenne, surtout depuis 2009, on voit que les prix ont tendance à baisser, le prix de gros depuis 2011 ici notamment a chuté, on est en dessous de 40 € le mégawattheure. Alors que le consommateur final, dans l'Union européenne, en moyenne, ça c'est les prix européens, il a tendance à augmenter, on est à 22-23 centimes par kilowattheure. Ça marche pas? Non, non. Donc la structure du prix de l'électricité, regardez pour un consommateur domestique, elle a complètement varié. Aujourd'hui on est à 36% en 2016 de part énergie, et qu'on était à 43 il y a 10 ans. La part réseau est passée de 39 à 30, et la part taxe, c'est-à-dire essentiellement la CSPE, est passée de 18 à 34. Donc ça veut dire que quand vous achetez de l'électricité, vous achetez beaucoup de taxes en fait. Vous subventionnez les renouvelables par ce biais. Donc il y a un effet prix. L'injection d'électricité renouvelable fait baisser le prix sur le marché de gros, donc la rémunération obtenue par les opérateurs qui ont des centrales classiques, nucléaires et thermiques baisse, et il y a un effet volume, puisqu'il y a un manque à gagner, puisqu'il y a un effet d'éviction. C'est-à-dire vous réduisez des centrales thermiques, et dans certains cas, vous réduisez des centrales nucléaires, même si pour l'instant, il y a peu d'éviction quantitative, mais il y a une éviction financière. Alors, j'ai mené récemment une étude avec Stanislas Pomeray du CEA. Cette étude, elle est disponible avec toutes les annexes sur le site de mon labo, Creden, si vous tapez, vous avez tout le working paper avec évidemment toutes les annexes, et elle va être publiée dans le numéro qui sort là de la revue de l'énergie. Alors, cette étude montre quelle est l'influence des renouvelables sur le prix moyen du mégawattheure. Dans les deux cas, ça fait baisser. Alors,
Avec l'éolien, c'est un peu plus subtil, parce que parfois, l'éolien, si vous voulez, il est beaucoup plus aléatoire que le soleil. Mais dans tous les cas, ça fait plutôt baisser. Donc on voit que la moyenne des baisses, quand on a fait la moyenne sur l'ensemble de l'année 2015, sur les 8760 heures de l'année 2015, en moyenne, on est entre 5 et 10 euros par mégawattheure. Donc l'impact sur le marché de gros, c'est 5 à 10 euros par mégawattheure. Alors vous allez me dire pourquoi le marché de gros a baissé autant? Parce qu'il y a deux effets. Le principal effet, il faut rester honnête, le principal effet, c'est le fait que la demande n'est pas au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on pensait que la demande d'électricité allait augmenter, elle n'augmente pas, elle est stable, elle a même un peu baissé en 2013, elle est relativement stable. Alors, on est en surcapacité, ça c'est indiscutable. Mais l'injection massive de renouvelables en Europe accélère, je dirais, la chute des prix. Et nous, on l'a estimé sur l'année 2015 entre 5 et 10 euros par mégawattheure. Alors, on voit bien qu'on est en surcapacité. Regardez la capacité installée en Europe par rapport, je dirais, à la moyenne appelée sur le marché européen. Donc, c'est sûr qu'on a prévu, je dirais, trop de centrales. Donc, la question maintenant, c'est, quand on est en surcapacité, il faut évidemment supprimer un certain nombre de centrales. Alors, on va voir quelles sont les solutions. Du coup, ça a un impact très fort sur la valeur en bourse, la capitalisation boursière des opérateurs. Et on voit qu'elle a chuté. C'est le cas notamment d'EDF, c'est le cas d'E.ON, c'est le cas de RWE. Je me souviens au début de la libéralisation, tout le monde disait les opérateurs vont vendre leur réseau. Les réseaux, ça ne va pas rapporter grand-chose, c'est du régulé. Donc la commission de régulation va financer modestement, il y aura un taux de rendement de 5, 6, 7%, c'est pas intéressant. Par contre, on va gagner de l'argent sur la vente d'électricité et sur la production d'électricité. Or, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vendre de l'électricité, ça ne rapporte pas, quand c'est de l'électricité classique. Vendre de l'électricité, ça ne rapporte pas, ce qui rapporte, c'est ce qui est régulé, c'est-à-dire les réseaux et les renouvelables, parce que c'est régulé. Donc, c'est un peu, je dirais, contradictoire à ce qu'on anticipait. Alors, quelles sont les solutions? Évidemment, la solution, c'est de mettre fin aux feed-in tarifs. Alors, certains disent, il y a un moindre mal, c'est les feed-in premium. D'ailleurs, on vend au prix du marché, mais on a une prime. C'est un peu ce qu'on a fait avec la politique agricole commune. On a arrêté de mettre des prix garantis, on a dit, vous vendez au prix du marché, mais on vous donne une subvention. On va aider l'agriculteur. Voilà. Donc c'est différent. Vous vendez au prix du marché. Donc vous savez à quel prix vous vendez, mais on vous donne une aide. Ou des contrats pour différence, c'est un peu plus subtil, et je crois que c'est un bon système, ou éventuellement des appels d'offres. Contrats pour différence, c'est le système qui est mis en place en Angleterre pour une point. Donner une valeur au carbone, ça c'est fondamental, tenir compte du coût, tenir compte des coûts externes, tenir compte du coût du carbone, tenir compte du coût du backup. Opter pour une programmation à long terme des investissements au niveau de la production, parce qu'il faut anticiper sur le long terme, et les marchés n'envoient plus les bons signaux à court terme. Et puis garantir une rentabilité à long terme des investissements à coût fixe. Alors les investissements à coût fixe, c'est le nucléaire par des mécanismes, notamment contrats pour différence. Je pense que le système anglais, les Anglais d'ailleurs ont une bonne politique électrique de ce point de vue. Supprimer les aides aux renouvelables lorsque la parité réseau est atteinte, et ne pas rater la relance du nucléaire qui s'observe à l'échelle mondiale. Alors aujourd'hui, au prix du marché, le prix du marché c'est quoi aujourd'hui? Je parle du marché de gros. C'est de l'ordre de 40 euros en moyenne. On peut tomber plus bas, hein. On est tombé à 26 euros le mégawattheure. Mais en moyenne, on va dire 40 euros. Aucun investissement ne passe à 40 euros. On le voit ici. Que vous fassiez des centrales à cycle combiné à gaz, que vous fassiez des renouvelables, que vous fassiez du nucléaire nouveau, donc je ne parle pas du nucléaire actuel qui est à peu près 50 euros le mégawattheure, l'AREN pour le mégawattheure, je dirais des 58 réacteurs, on l'avait fixé, nous on l'avait proposé à 39 euros, le ministre avait retenu plus 42, donc aujourd'hui c'est toujours 42, mais l'AREN, personne n'achète de l'AREN. En 2016, personne n'a acheté de l'AREN. Je me souviens dans la commission Chamsor, quand on a proposé le chiffre, la question qu'on se posait c'était qu'est-ce qui se passe, parce qu'on avait prévu 25% de nucléaire que EDF devait céder au prix de l'AREN. Et on avait dit, qu'est-ce qui se passe si on dépasse les 100 TWh, puisque c'est à peu près 400 TWh de nucléaire, un peu plus, et on avait dit c'est 100 TWh. Qu'est-ce qui se passe si on dépasse, il n'y en a pas pour tout le monde? Bon, en fait, il y a eu le problème, mais on n'avait pas anticipé que le prix du marché pouvait tomber en dessous de l'AREN. Or, c'est ce qu'on a observé. Le prix du marché est tombé en dessous de l'AREN. Donc personne n'achète à l'AREN, évidemment. Donc aucun investissement aujourd'hui n'est rentable à ce prix. Alors, la réforme, on voit revoir à la baisse les feed-in tarifs, ce qu'on aurait dû faire avant, on ne l'a pas fait, interdire l'injection lorsque le prix spot devient négatif. Alors les Allemands, quand même, à un certain moment, disent, quand on l'a dit tout à l'heure, quand on arrête certaines centrales, on est obligé de les rémunérer quand même. Mais dans certains cas, maintenant, dans la loi allemande, il est prévu que, sous certaines conditions, notamment si ça met en péril la sûreté du réseau, on peut arrêter sans indemniser.
promouvoir plutôt un système de feed-in premium parce que ça va introduire un peu d'incertitude sur la prime, donc on peut penser qu'il y en aura un peu moins. Procéder par enchère, bon, à ce moment-là, on peut choisir la quantité, hein. Et puis obliger le producteur de NR à consommer lui-même une partie de son électricité ou éventuellement à la stocker. Hein, on peut obliger également à faire du stockage. Aujourd'hui, c'est pas, évidemment pas très rentable. Alors en Allemagne, on voit qu'aujourd'hui, ils ont remplacé les feed-in tarifs par des feed-in premium. Depuis la loi, je ne veux pas trop développer, la loi de 2014, hein, puisqu'il y a des feed-in tarifs que pour les petites installations. Alors le prix du marché, c'est vous vendez, le feed-in premium, c'est vous vendez au prix du marché, mais vous avez une prime. Alors la prime est glissante, c'est-à-dire qu'il y a une incertitude sur la prime, on la revoit tous les mois. Donc du coup, si vous voulez, les investisseurs n'aiment pas l'incertitude. Avec les feed-in tarifs, pendant 15 ans, on vous dit vous êtes payé à ce prix-là. Donc ils y vont. Si vous leur dites vous êtes payé au prix du marché, vous aurez une prime qui va être revue en fonction du prix du marché, etc. Il y en a beaucoup qui seront plus prudents. Donc le mécanisme des feed-in premium oblige les producteurs aussi à faire des prévisions et tout le monde ne peut pas en faire. Il y a des incitations aussi pour arrêter les installations sous certaines conditions. Je ne veux pas développer chaque élément puisque vous aurez les slides. Alors le même système est mis en place par la loi du 17 août 2015 en France. Il y aura coexistence de deux mécanismes, contrat d'achat par feed-in tarif et contrat de complément de rémunération. Bon. Alors la question c'est quand ça va rentrer en application. En principe c'est 2017, certains pensent que ça va être repoussé à 2018. Bon, alors bien sûr, depuis le 1er janvier 2016, les plus grosses installations de solaire, de biomasse ou de géothermie ne peuvent plus bénéficier des feed-in tarifs et doivent vendre l'électricité sur le marché de gros, soit directement, soit via des agrégateurs. C'est d'ailleurs un nouveau job. L'agrégateur, c'est celui qui est un grossiste qui va en quelque sorte vendre l'électricité des petits, parce que les petits, vous comprenez, aller sur le marché, c'est pas la portée du premier venu. Alors le complément de rémunération est constitué d'une prime mensuelle destinée à compenser l'écart entre un tarif d'achat de référence et un prix de marché de référence. Alors tout ça c'est assez bureaucratique, hein, parce qu'il va falloir calculer le tarif d'achat de référence, le prix de marché de référence. Et donc en plus il y aura une prime de gestion, parce qu'il y a des coûts de transaction. Alors vous aurez le droit à une prime de gestion. Alors les revenus obtenus sur le marché de capacité seront déductibles, parce qu'on va le voir, on met en place aussi un marché de capacité. Donc aujourd'hui, avec le complément de rémunération, le revenu que vous allez recevoir si vous faites du photovoltaïque par exemple à grande échelle, ce sera un revenu issu de la vente du mégawattheure sur le marché, plus un complément de rémunération, plus une prime de gestion, mais si vous allez sur le marché de capacité, dont je vais dire un mot, ce sera déductible. Donc l'autre idée, c'est évidemment de taxer le CO2. C'est-à-dire de mettre un prix du carbone. Il existe un marché du CO2 depuis 2005. Simplement, il a commencé à pas trop mal fonctionner, mais aujourd'hui, il ne marche pas, puisque la tonne de CO2 se négocie en dessous de 8 €. Hein, et par conséquent, 8 €, c'est pas intéressant. Donc, il y a eu des études récentes, EDF en a mené, moi, on a travaillé un peu avec eux. Nous, on avait fait un calcul aussi, on proposait plutôt 35 € la tonne de CO2. Alors on va dire, bah, c'est très bien, parce que du coup, 35 € la tonne de CO2, le gaz repasse devant le charbon. Ça, c'est déjà plutôt une bonne chose. En Europe, il y a deux problèmes. C'est que si la France met ça tout seul, ça ne marche pas. Parce qu'on va importer, l'expérience montre, quand on fait tourner les modèles, qu'en fait, on va arrêter les centrales au charbon en France, il n'y en a que 4. On va arrêter éventuellement quelques centrales à gaz en France, et on va remplacer par des centrales à charbon et des centrales à gaz allemandes. Donc ça n'a de sens que si on le met en Europe. Comme vous savez, les Allemands ne sont pas des fanatiques de la taxation du CO2. Vu que le charbon et le lignite, ça représente 42% de leur production d'électricité, on comprend pourquoi. Donc, alors, la solution maintenant, c'est les rustines. C'est-à-dire, puisque le prix du marché de gros est pas suffisant pour rentabiliser les investissements, ben, il n'y a qu'à mettre en place un marché des coûts fixes. On va financer les coûts fixes. Hein. C'est un peu, quand il y a des défaillances de marché, faisons un marché des défaillances. Si on tourne un peu en rond. Alors, certains disent, non, il ne faut pas un marché de capacité, il faut laisser faire le marché. Ben, on est en surcapacité, ben, écoutez, il y en a qui vont boire le bouillon, puis dans quelques temps, ben, les choses vont retourner à un équilibre correct. D'autres disent, non, le marché énergie only, ça ne marche pas. Énergie only, ça veut dire que vous rémunérez la puissance à travers le kilowattheure. Or, vous ne rémunérez pas le kilowattheure en tant que tel. Donc là, l'idée, c'est vous rémunérer le mégawatt, et pas seulement le mégawattheure. Hein, c'est ça l'idée, il faut rémunérer les coûts fixes. Donc il y a plusieurs solutions. Certains disent qu'il faut une réserve stratégique, d'autres disent qu'il faut, donc en plus des 3 réserves tournantes, hein, il faut une réserve stratégique, c'est-à-dire
quelque sorte d'une obligation légale que chaque fournisseur ait bien la puissance correspondant à la demande de ses clients. L'autre solution, c'est un marché de capacité centralisé, c'est-à-dire que le GRT, le gestionnaire du réseau de transport, en quelque sorte, met aux enchères des capacités. Et puis il y a le système français qui devrait être mis en place en 2017 si la Commission européenne donne finalement son accord. C'est un marché de capacité décentralisé, c'est-à-dire que les producteurs d'électricité vont recevoir des certificats de garantie de capacité en faisant certifier leur capacité avec le gestionnaire du réseau de transport, c'est-à-dire RTE. La capacité doit être disponible, notamment à des jours bien précis. Les fournisseurs, de l'autre côté, ont l'obligation de disposer d'un montant de garantie de capacité suffisant pour faire face à la demande de leurs clients, en tenant compte d'un coefficient de sécurité, bien sûr. Et ceux qui ne sont pas détenteurs de capacité de production suffisante devront les acheter aux producteurs. Donc les certificats de capacité détenus par les producteurs peuvent être vendus aux fournisseurs, mais la garantie de capacité ne donne à son détenteur aucun droit à l'énergie produite. C'est simplement le droit à une puissance. Et en cas de non-respect, il y a des pénalités. Donc, oui, on met en place un système, au fond, le marché ne marche pas bien, donc on met en place un mécanisme assez complexe. Donc la nécessité de mettre en place un mécanisme de capacité prouve que le marché de gros ne fonctionne pas bien du fait d'une surcapacité entretenue par des mesures de politique énergétique perverses et par une mauvaise anticipation des besoins au niveau de la demande. C'est un peu une sorte de rustine. Bon, enfin, à choisir, le mécanisme français semble le moins mauvais car il responsabilise tous les acteurs, notamment tous les fournisseurs, qui ont tendance à dire si je ne sais pas faire, eh bien EDF est là pour être le fournisseur en dernier ressort. Plus fondamentalement, il faut maintenant s'interroger sur la pertinence d'une tarification fondée sur les coûts marginaux. Alors, je crois que c'est un élément important et aujourd'hui au sein d'EDF, c'est je crois aussi devenu une question, je dirais, importante. C'est est-ce que quand on a un mix électrique qui est constitué de centrales différentes, avec beaucoup de thermique, avec des coûts variables très différents, eh bien, la logique de la tarification en coût marginal fait que vous récupérez vos coûts fixes aux heures de pointe quand vous vendez le kilowattheure nucléaire, par exemple, sur la base de la turbine à gaz. Bon. Le problème, c'est que vous n'avez que des coûts fixes. Si vous n'avez que des équipements à coûts fixes, c'est plus compliqué. Donc aujourd'hui, il faut revoir la tarification pour mieux pouvoir financer, en quelque sorte, les coûts fixes. Donc c'est tout le débat sur est-ce qu'il faut mettre en place des tarifs de type Ramsey boiteux, des tarifs de type valeur de Shapley, etc. Il y a une réflexion, nous, qu'on mène actuellement là-dessus, et je sais qu'elle est menée aussi à la recherche et développement à EDF. L'autre idée, c'est favoriser l'autoconsommation. Alors je ne vais pas m'étendre trop longtemps, vous savez qu'il y a une ordonnance qui a été publiée le 27 juillet 2016, donc récemment, pour favoriser l'autoproduction. Sauf que l'autoproducteur aujourd'hui, d'abord c'est relativement marginal, et puis l'autoproducteur aujourd'hui continue à être raccordé au réseau. Et donc le problème, c'est que cet autoproducteur ne finance pas correctement le réseau, parce qu'il compte sur le réseau en cas de défaillance de son installation. Il ne paye le réseau que quand il soutire, mais il ne paye pas quand il injecte, donc il faudrait le faire payer quand il injecte. De plus, s'il soutire peu, ça veut dire que les coûts de réseau, qui sont des coûts fixes, vont être supportés par les autres. Et par conséquent, il faut revoir complètement la tarification du turc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à ERDF, il se préoccupe eh bien, de modifier la tarification sur le réseau. Comme vous le savez, sur les réseaux en France, la tarification est très largement fondée sur l'énergie et pas sur la puissance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à peu près 75% sur la base de l'énergie et 25% sur la puissance. En fait, il faudrait quasiment inverser. Il faudrait faire 80-20. C'est-à-dire 80% de la tarification sur le réseau devrait être en fonction de la puissance et 20% en fonction de l'énergie. Là aussi, c'est un problème de coût fixe. Donc, évidemment, une solution alternative, c'est le stockage, hein, les batteries, mais aujourd'hui, on sait que ça coûte cher. Les steppes, mais on vient de le dire, les steppes, aujourd'hui, c'est pas intéressant d'en construire. De toute façon, c'est pas rentable parce que le spread entre la pointe le jour ou entre les pointes entre l'été et l'hiver ne sont pas suffisantes pour rentabiliser la steppe. Alors le miracle pour tout le monde, c'est le fameux power to gas. Hein, vous transformez votre électricité excédentaire en hydrogène, vous y ajoutez du CO2 qui traîne par là et vous avez du CH4 et ensuite éventuellement vous revenez à l'électricité. Bonjour les rendements, parce que si vous faites l'ensemble de la chaîne, c'est pas très bon. Donc aujourd'hui, une grande question aussi, je ne veux pas trop y insister, mais c'est les problèmes de tarification du tarif d'utilisation du réseau public. Donc il faut renforcer les réseaux. Alors ça aussi c'est un coût important, puisqu'il faut renforcer les réseaux pour maintenant remonter dans certains cas de l'électricité renouvelable. Alors certains disent, oui, vous aurez des petits réseaux locaux, et puis vous aurez des grands réseaux, et des petits réseaux interconnectés aux grands réseaux. Alors il y a ceux qui croient aux petits réseaux locaux performants, et puis ceux qui disent, bah, on n'a plus besoin des grands réseaux. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez notamment les Chinois s'intéressent aux grands réseaux à l'échelle internationale. Peut-être qu'on y viendra dans la discussion.
Donc il y en a qui croient au contraire qu'il faut développer les grands réseaux internationaux. Alors il y a un pays qui, lui, je dirais aujourd'hui, doit être regardé de près, c'est dommage qu'il sorte de l'Europe, c'est l'Angleterre. Parce que l'Angleterre, les Anglais, ils ont été les premiers libéraux, ils nous ont cassé les pieds à vouloir faire du libéralisme, mais eux, ils sont pragmatiques. Quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ont changé le système. Mais les autres, ils continuent. Et donc, ils ont commencé par mettre un prix plancher du carbone, en disant il faut un prix plancher. Du coup, nous, maintenant, on dit il faut un prix plancher, sauf que on n'est pas sûr de mettre en place, parce qu'un prix plancher tout seul, on n'est pas sûr que ça va marcher. Ils mettent en place un système de tarif d'achat, mais de type contrat pour différence, c'est-à-dire, contrat pour différence, c'est très simple. On vous donne une garantie de rentabilité sur long terme, mais si le prix du marché est au-dessus, c'est vous qui remboursez l'État. Et puis, ils mettent en place des plafonds d'émissions. Alors, je passe sur les chiffres, hein, vous les verrez. Oui, je passe sur les chiffres, vous les verrez. Aujourd'hui, si vous voulez, bien sûr, le nucléaire amorti, ce qu'on appelle le nucléaire amorti, c'est-à-dire le nucléaire actuel, si vous voulez, largement amorti, il n'est pas totalement amorti. On est à 50 € le mégawattheure. Si vous tenez compte du grand carénage, on est plutôt à 60. Alors, il y en a qui mettent des chiffres beaucoup supérieurs, mais enfin, c'est vrai que le nouveau nucléaire avec tête de série, on est plus proche de 90-100. Mais si vous tenez compte des coûts externes, c'est-à-dire des coûts du backup et des coûts de réseau, des coûts système, eh ben vous apercevez que pour les centrales renouvelables, vous apercevez que ça monte de façon assez importante. Alors, il y a quand même une relance du nucléaire, je crois qu'il ne faut pas le perdre de vue. On voit bien qu'à l'échelle internationale, il y a quand même aujourd'hui 68 réacteurs en construction. Il y a beaucoup de réacteurs planifiés, donc je dirais la bonne nouvelle, si j'ose dire, c'est que les Anglais, enfin, se relancent au nucléaire. Hein. Les Anglais, je pense, encore une fois, c'est un bon système. Ils ont compris qu'il faut une base nucléaire, qui est plus faible que la nôtre, bien sûr, qui sera plus faible que la nôtre, des renouvelables comme complément du nucléaire, et puis un peu de gaz pour la pointe, sortir du charbon, et puis, mais pas trop de renouvelables. Ils vont pas vers le système allemand. Donc en conclusion, je dirais, nécessité de prendre en compte tous les coûts, intermittences, externalités comme le carbone. Je crois que si on prend en compte le coût du carbone d'un côté pour les thermiques classiques, si on prend en compte l'écosystème pour les renouvelables, eh bien, on a une réalité économique qui tient la route. Nécessité d'une vision à long terme des choix énergétiques, c'est-à-dire qu'il faut en effet avoir une programmation à long terme, pas une simple PPE qui fait un peu le raccord. Il faut vraiment revenir à une planification sur le long terme, parce que là, on est sur des investissements de 60 ans, des centrales qui peuvent durer 60, voire 80 ans, comme aux États-Unis. Donc, les marchés envoient des signaux sur le court terme. Alors aujourd'hui, au maximum, les marchés financiers en France, ça vous donne des signaux sur 3 ans, mais pas plus. Or là, on a besoin d'une lisibilité à plus long terme. Il faut également, je dirais, une vision industrielle des choix, c'est-à-dire qu'il faut, quand on fait des choix énergétiques, bien voir si, sur le plan industriel, ça suit, parce que c'est très bien les renouvelables, le photovoltaïque, mais les cellules photovoltaïques sont importées. Il n'y a pas d'industrie européenne, je ne parle pas d'industrie française, il n'y a pas d'industrie européenne aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'industrie européenne dans l'éolien et dans le photovoltaïque. Donc il faut avoir conscience de problème, donc il faut une vision industrielle. Donc les Allemands, c'est relativement modeste, hein, ils ont eu beaucoup de problèmes aussi. Hein. Donc aujourd'hui, je dirais, ce qui est un peu rassurant et qui fait qu'on peut être un peu optimiste, c'est quand même qu'on a à la fois une Clipon qui envoie, à mon avis, un très bon signal. Donc il y a une relance du nucléaire, c'est bon pour les Anglais, c'est bon pour les Français, c'est bon pour EDF, c'est bon pour le nucléaire en Europe, parce que je crois que ça envoie un bon signal sur les marchés en même temps, au niveau des politiques. On voit que de plus en plus, la fermeture de centrales qui fonctionnent type Fessenheim, c'est une absurdité. De nouveau, je dirais, on voit apparaître des débats beaucoup plus importants là-dessus au moment où il va falloir prendre des décisions, surtout si les projets d'indemnisation sont ceux qui courent à l'heure actuelle. Et je dirais que ces deux éléments me conduisent à dire que la courbe du nucléaire bashing est en train de s'inverser. Merci.